Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver à la faveur de cette tribune de décryptage et des analyses de l'actualité politique au Bénin. Et pour l'exercice, un citoyen béninois a bien voulu donc marquer de sa présence pour nos échanges de ce soir, l'actualité politique au Bénin, notamment les enjeux en ce qui concerne les élections générales, comment les partis politiques s'y préparent, notamment son parti politique, puisqu'il est l'un des responsables donc de ce parti politique. Il s'agit du parti d'opposition Les Démocrates. Eugène Azatassou nous fait l'honneur de partager donc ce plateau avec nous. Il est le vice-président du parti donc LD en charge d'USO. Il est le coordonnateur du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Eugène Azatassou, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. Très bien. Comment se porte le Bénin? Bon, le Bénin, bon, sous la gouvernance de la rupture, le Bénin ne se porte pas très bien. Ne se porte pas aussi bien qu'il devrait pouvoir se porter après tous les progrès réalisés depuis la conférence nationale jusqu'à maintenant. On aurait mieux espéré que le Bénin se porte. Mais malheureusement, la gouvernance de la rupture est intervenue pour faire tourner dos à ce que tous ses prédécesseurs ont accumulé comme actifs et comme progrès pour le Bénin. Le Bénin a reculé du point de vue de la démocratie. Le Bénin a reculé du point de vue des libertés et du point de vue du bien-être. Du bien-être, le Bénin a aussi reculé et c'est ça qui est dommage. Pourtant, les gens estiment que l'on a toujours le droit de parler, l'on est toujours libre de circuler. Il y a pourtant des infrastructures qui sont érigées. Oui, on est libre de circuler. Il y a beaucoup de gens actuellement en prison et actuellement en exil qui vous diront le contraire. Et qui sont en prison et en exil ou en exil par rapport tout simplement à leurs idées et à la posture qu'on leur soupçonne. Des gens qui veulent juste devenir président de la République et qui se retrouvent traités de terroristes qui sont en prison, ils vous diront pas ça. Ça, c'est la justice. Non. On est dans une séparation de pouvoir. Non, laissez tomber la justice, parce que si on doit revenir sur tous ces dossiers-là, on verrait bien que il ne s'agit pas vraiment de la justice. Il s'agit d'une instrumentalisation de la justice, malheureusement. Malheureusement, on croyait avoir tourné le dos à cela, à la conférence nationale de 1990, mais c'est revenu en force. C'est revenu en force, malheureusement. C'est dommage. Et je pense que le peuple béninois, à nouveau, avec le même courage et la même détermination, devrait se séparer de cela. Très bien. Voilà. Il y a tout de même quelques propos qui sont tenus depuis quelques temps vis-à-vis à l'encontre de celui-là qui est désormais, depuis quelques années, le président de votre parti politique, donc l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Voilà, vous avez entendu parler de ces propos tenus par Janvier Yawédéo, par exemple, et d'autres encore qui estiment qu'il y a eu mauvaise gouvernance au temps de Boni-Yayi, franchement, que les choses n'ont pas bien marché. Oui, parmi tous ceux-là, celui qui m'a le plus déçu, c'est M. Janvier Yawédéo. Pourquoi? Je sais que depuis très longtemps, il ne porte pas le président Boni-Yayi à son cœur. Je sais que depuis très longtemps, il n'aime pas tout ce que faisait le président Boni-Yayi, mais je le pensais exprimer ses désaccords, ce qui est normal. Quand on a des désaccords, il faut les exprimer avec plus de hauteur. Mais il a versé dans ce que j'appellerais une certaine
il est tombé bas sur un certain nombre, sur l'expression même de ses propos. Moi, je pense que le président Boni Yayi a été le président de la République, et ce qu'on enseigne aux jeunes, c'est que, bon, même quand bien même une personnalité comme ça a des défauts, a fait des choses mal, il y a une façon de l'exprimer. Sur ce plan, M. Yawedeu m'a vraiment déçu. Et donc c'est la façon dont il s'est exprimé. Bon, non, il y a son esprit. On pourrait discuter, lui et moi, de tout ce qu'il dénonce. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'erreur ou d'autres malfaçons sous le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi est un être humain. Il n'est pas le bon Dieu. Vous comprenez? Bon, mais façon dont lui perçoit, moi je ne perçois pas de la même manière. Façon dont, mais la façon maintenant dont il exprime cette perception, c'est ajouté à la perception elle-même, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ça fait que je suis vraiment déçu. D'autant plus que ce regain et cette posture s'est révélé brutalement à la faveur de sa nomination comme ministre conseiller. C'est-à-dire que ça a été comme l'élément déclencheur du ton utilisé, de la façon, du procédé utilisé pour ternir l'image d'un ancien chef de l'État. Je pense que si celui-là avait été ministre tout court ou avait été président de la République, je pense qu'on n'aurait pas pu respirer dans ce pays. C'est dommage. Les cadres doivent avoir de la retenue, de la tenue lorsqu'ils abordent un certain nombre de sujets. Mais il n'y a pas de cadeau. L'éducation. Il n'y a pas de cadeau en politique. C'est de l'éducation qu'il s'agit. Il n'y a pas de cadeau en politique. Non, ne dites pas ça. Il n'y a pas de cadeau. On doit pouvoir combattre les idées contraires et c'est ce que je fais constamment. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a une tenue. Lorsqu'on s'adresse à une personnalité, il y a une tenue à avoir. C'est normal parce que nous avons un devoir d'éducation. Il y a des jeunes qui nous écoutent, des enfants qui nous écoutent. Il faut quand même qu'ils apprennent de nous. Qu'est-ce qu'on va retenir quand c'est vraiment aussi ordurier et aussi bas? C'est dommage. Bon, il y a certains autres qui disent la même chose. Bon, mais je pense que c'est la même chose. C'est dommage. Et jusque-là, vous ne répondez pas formellement au niveau du Parti Les Démocrates. Pourquoi? Bon, on va répondre à quoi? À ça là? Parce qu'il dit quand même beaucoup de choses. Parce que quand il prend un certain nombre de choses qui ont été faites sous Boni Yayi, il y a quand même des faits qu'il évoque. S'il vous plaît, oui. Le président Boni Yayi a eu une gouvernance axée sur l'humain. Et par rapport à ça, il y a des choses qu'il a eu à entreprendre et qui étaient entreprises à cette envergure Oui. Pour la première fois. Par exemple, je prends les microcrédits aux plus pauvres. Oui. Les microcrédits existaient, mais avec cette ampleur, cette envergure, c'était la première fois. Et quand une entreprise est faite comme ça, la question, c'est à quoi ça sert? Il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des malfaçons, il peut y avoir, par exemple, des paiements qui ne sont pas bien faits, des cadres qui n'ont pas bien géré et tout ça. Bon, c'est la première fois qu'on entreprend. Notre pouvoir qui arrive devrait d'abord savoir ce que c'est, à quoi ça sert, ce qui est bon là-dedans, corriger les imperfections et orienter. Et au fur et à mesure, on verra que ça va se trouver bien. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème que quelqu'un qui entreprend quelque chose pour une première fois, que ça ne soit pas parfait. Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Vous comprenez? Je ne pense pas que ce soit ça le problème. Surtout que, bon, il y a un certain nombre de choses que même M. Yawedeu dénonçait sous Yayi et qui était du fait de ceux-là maintenant avec qui il se trouve être ses amis et avec qui maintenant il se met en copain pour insulter celui qui a géré l'exécutif alors que les véritables responsables, l'autre n'est responsable que moralement, les véritables acteurs
des problèmes, des malfaçons, des détournements, des choses. Les véritables acteurs sont avec lui actuellement et copain. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de quelqu'un comme ça? Moi, j'avais beaucoup d'admiration, même si on n'était pas souvent d'accord sur une quantité de choses, j'avais beaucoup d'admiration pour M. Yaweri. C'est mon ami, mais vraiment, j'ai été déçu par cette posture. Voilà. Parfait. Et afin de pouvoir aborder les enjeux des élections générales, vous suivez bien évidemment l'actualité. Vous avez vu également une guéguerre entre Moël Bénin à travers Jacques Ayaki et puis Edmond Agoua au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Ça donne des chances à l'opposition? Non, ça, je crois que ça, c'est des querelles de famille. Au sein de la famille, il y a quelques boutades, quelques querelles. Bon, j'ai dit, bon vent, moi, je m'occupe de mes problèmes à moi. Et je m'occupe de travailler moi. Les opposants sont heureux qu'il y ait des guéguerres dans la mouvance? Qu'est-ce qu'on fait de ces guéguerres? Je ne peux pas être heureux d'une guéguerre. Ce n'est pas de la guéguerre que moi j'ai besoin. C'est de mon succès à moi que j'ai besoin. Et je travaille à cela. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, vous avez, au niveau du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, vous avez fait une sortie où vous avez demandé, entre autres, à la Commission électorale nationale autonome de respecter son cahier de charge, sinon le chronogramme établi. Et par la suite, parce que vous avez constaté que le formulaire de parrainage n'avait pas commencé par être délivré. Et puis par la suite, il y a quand même eu l'agenda qui a été publié par la Sénat où le parrainage devrait s'effectuer entre le 2 et le 13 vers mi-septembre. Fondamentalement, votre message avait été entendu? Bon, je laisse souhaiter que ça soit entendu. Le chronogramme, ce qui était dit, c'est que ce chronogramme établi il n'y avait pas une obligation par rapport à la loi. C'est ça qui était dit. Bon, ce que nous on a pensé, c'est que c'est vrai, la loi n'impose pas de distribuer les fiches de parrainage le 25 juillet et le 25 août. C'est vrai, mais personne n'a obligé la Sénat à faire un chronogramme. C'est pour ça que nous avons parlé de paroles données. Lorsque une institution donne une parole, il faut qu'on sente l'effort de respecter sa parole. Ça nous a paru trop léger, la façon dont ça on a procédé, les tentatives pour rencontrer les maires, les députés, ces tentatives, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment démarré comme au temps où il faudra, ou bien est-ce que la Sénat n'envisageait pas ça? Est-ce que c'est arrivé après? Je ne sais pas, mais toujours est-il que on n'a pas trouvé, on n'a pas été, nous avons été inquiets. Nous avons été inquiets. Parce que quand une institution très sérieuse qui organise des élections commence à lancer, ne pas respecter, lancer, ne pas respecter, même si ce n'est pas adossé à la loi, ça ne nous rassure pas. C'est ce que nous avions dit. Bon, et nous avons estimé qu'il fallait que la Sénat s'organise pour être le plus près possible de la parole donnée. Par exemple, si elle pouvait distribuer avant le 25 août, comme elle l'a dit, ça serait très bien. Bon, mais si avec le nouveau calendrier, si ça n'a pas été possible, bon, on verra. On espère que le nouveau calendrier sera respecté. Voilà. Est-ce que c'était quelque chose à changer fondamentalement? C'est vrai qu'il a prévu des rencontres avec... Je n'ai pas l'information que quelque chose ait changé par rapport à cela. On espère que tout rentrera dans l'ordre et que tout va se passer au mieux pour le bonheur du peuple béninois. Est-ce que vous êtes toujours inquiet par rapport au parrainage? Non, notre inquiétude n'était pas par rapport au parrainage lui-même. Notre inquiétude, c'était par rapport au respect de la parole donnée, le chronogramme. Et par conséquent, si un chronogramme est établi, on souhaiterait que ça soit maintenant respecté. Ou tout au moins, bon, peut-être qu'il est encore possible de respecter l'ancien. Il suffirait pour ça de démarrer la distribution des fiches avant le 25 août. Ça, on aurait vu là un effort
pour respecter même l'ancien chronogramme. Bon, mais à l'impossible, nul n'est tenu, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que l'inquiétude résulte de ce que le parti LD n'a que juste 28 parrains? L'inquiétude ne résulte pas de là. L'inquiétude résulte du fait que nous sommes sous un pouvoir de ruse. Et lorsque ce genre de choses commence à intervenir, nous craignons la ruse. Nous craignons qu'il y ait d'abord quelque part caché une ruse. Parce que le fait d'une ruse, c'est de ne pas être cerné tôt. La Sénat est autonome. Oui, si vous voulez, la Sénat est autonome. Si nous Mais voulons, nous sommes la Sénat est sur autonome. un pouvoir d'ensemble de ruses. Et par rapport à ça, nous étions inquiets et nous avons dit nos inquiétudes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parfait. Très bien. Et en termes de préparation au niveau du parti Les Démocrates, où en êtes-vous concrètement par rapport aux élections générales? La préparation des élections va bon train chez nous. On est là-dessus. On a demandé à nos militants, à nos candidats de s'activer pour déposer les listes de candidatures déjà au municipal, au communal, Oui. puisque là, il y a beaucoup de dossiers à gérer. Il faut qu'on s'y prenne assez tôt. C'est en cours. Ça va montrer la préparation des élections chez nous du point de vue technique, Oui. comme ça. Mais du point de vue psychologique, du point de vue pratique, tout ça là, ça va montrer. Voilà. Et précisément, au niveau de votre territoire de compétence, puisque vous êtes le vice-président du parti en charge du zoo, comment ça se passe dans le zoo? Ça va. Bon, on a... ce n'est pas facile hein, de travailler, mais nous constatons que les populations, que ce soit dans le zoo ou partout ailleurs, les populations ont envie de changer cette gouvernance. C'est le constat que nous faisons. Et c'est ça qui fait que, bon, nous sommes confiants, que ce soit dans le zoo ou ailleurs. Les populations ont envie de changer cette gouvernance. Une gouvernance, comment je vais dire, telle qu'on l'a décrite pendant longtemps, notamment une gouvernance qui fabrique des monstres. Bon, c'est vrai que j'ai mis au pluriel, mais c'est un seul monstre qu'on nous a indiqué pour l'instant. Mais celui qui a été indiqué comme monstre, il n'avait pas de cornes au visage, il n'avait pas de... Bon, quand on parle de monstre, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler et c'est pour ça qu'une gouvernance qui fabrique des monstres, on doit s'en séparer. Voilà. Le peuple béninois le sait. Voilà. Et c'est ce qui témoigne de... On voit quand même une certaine activité de votre leader sur le terrain. Qu'est-ce qui fait bouger ou qu'est-ce qui fait... c'est pour certains, qu'est-ce qui fait courir Boni Yayi? Non, Boni Yayi est le président du parti LD. Et Boni Yayi s'implique, s'investit dans le travail LD pour occuper le terrain, pour conquérir le terrain, pour faire en sorte que l'organisation puisse marcher et que le peuple béninois puisse savoir de quel côté aller puisqu'elle veut se débarrasser de la gouvernance qui est en place. Le peuple Boni Yayi travaille en tant que président du parti Les Démocrates. Voilà. Serait-il candidat aux législatives? On n'a pas décidé qui serait encore candidat aux législatives. Ça n'a pas été décidé, ça n'a encore été décidé nulle part. Les préparatifs sont en bon train. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a une once de possibilité qu'il soit candidat? Ah, je sais que rien ne lui interdit d'être candidat. Bon, mais ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau du parti. Très bien. Voilà. Vous êtes tout de même le vice-président, vous êtes proche donc de ces informations. Parfaitement, mais ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau du parti. C'est pour ça que je suis aussi affirmatif, que ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau du parti. Quels sont les enjeux cruciaux pour le parti, les démocrates, pour les prochaines élections générales de 2026? Les enjeux, étant entendu que nous avons en face cette forme de gouvernance, que nous sommes opposés à cela, les enjeux, c'est de gagner toutes les élections à travers tous les compartiments, les communales, les municipales, les législatives et la présidentielle. Notre
volonté, notre détermination, c'est cela. Pour que l'on change cette gouvernance. Voilà. C'est le seul enjeu. Ah oui, oui, il faut gagner absolument. Qu'est-ce que vous voulez entendre par d'autres enjeux par rapport à cette situation? Nous voulons gagner les élections. Ah, si vous voulez gagner les élections, que proposez-vous alors aux Béninois? Parce que jusque-là, on ne sait pas grand-chose de ce que vous proposez. Voilà. Ah non, nous proposons déjà une autre façon de gérer, une autre gouvernance. Nous proposons une gouvernance axée sur l'homme. Vous comprenez? L'homme doit être l'alpha et l'oméga du développement. Le développement est fait par l'homme et pour l'homme. Le développement n'est pas fait contre l'homme. Vous avez le président de la République lui-même, hein, donc c'est le chef de l'exécutif, celui qui oriente, il oppose constamment le développement à l'homme. Quand il a rencontré les jeunes, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez votre entreprise, qu'est-ce que vous préférez? Le développement de l'entreprise ou le bien-être de celui qui y travaille, de l'ouvrier? Les deux ne s'opposent pas. Les deux sont indispensables. L'ouvrier sait que si l'entreprise ne marche pas, ça ne marchera pas pour lui. Et le chef d'entreprise doit savoir que si l'ouvrier n'est pas dans des conditions qui lui permettent de se donner complètement, de se donner franchement, de considérer que l'entreprise est comme pour lui. S'il n'est pas dans des conditions où ça arrive, il ne se donnera pas pleinement, il va faire le travail parce que moi on m'a demandé de travailler, je vais travailler. Ça ne développera pas l'entreprise. Parce que toute entreprise a besoin que ceux qui s'y consacrent s'ingénient à s'y consacrer. Vous comprenez? Pour que ça se développe, c'est comme ça. Donc, le développement n'est pas opposé au bien-être de celui qui travaille, non. Et c'est peut-être votre appréhension, sinon ce n'est pas son appréhension. Non, son appréhension ne permet pas de développer. Prenez l'exemple de la nounou. Oui. Il a pris la nounou là. Exactement. Si vous prenez, il a dit, c'est le bien-être de vos enfants, ou bien c'est la nounou doit être dans des conditions... Non. Si la nounou n'est pas dans les conditions qu'il faut, elle ne se donnera pas. Si vous la considérez comme un meuble, si vous l'affamez, c'est-à-dire que c'est vos enfants, bon, elle travaille, si elle ne veut pas, elle n'a qu'à partir. C'est ça l'idée du président, la dérégulation du travail dont il parle. C'est ça, la dérégulation de l'emploi. C'est ça. C'est-à-dire, si elle ne veut pas, elle part. Non. Elle peut rester affamer vos enfants. Quand vous avez le dos tourné, oui, elle veut leur donner à manger, mais elle mange plus qu'eux. Et vos enfants vont commencer à maigrir. Vous n'aurez pas le résultat. Vous n'aurez pas le résultat. Donc, ce n'est pas des manières de développer. Sa manière ne développe pas. On peut avoir quelques infrastructures, on peut avoir quelques autres petites choses qui sont des conséquences du développement capitaliste. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ils prennent les effets du développement pour le développement lui-même. Non. C'est les effets. Nous avons les effets aujourd'hui. En fait, se consacrent aux effets. Ce n'est pas le développement, c'est du factice. En fait, c'est de la poudre aux yeux. Oui, les infrastructures, c'est la poudre aux yeux par rapport au développement. Le développement est fait par l'homme et pour l'homme. Quand vous mettez l'homme comme lui met, vous n'avez pas le développement. Vous fermez les entreprises, les hommes... Pourtant, les hommes sont au cœur. La dérégulation du travail, dont lui-même, il vante. Il dit qu'il vaut mieux déréguler et se développer. L'emploi et se développer. C'est ça qu'il a dit. Vous avez entendu. Vous êtes journaliste. Il a dit qu'il vaut mieux déréguler l'emploi et se développer. Non, non, non. Ça ne s'oppose pas. Vous comprenez? Je vais vous dire. Oui. Je l'ai déjà dit d'ailleurs ailleurs. Je vais vous le redire ici. Le capitalisme, à ses débuts, était comme le président le prétend. Vous comprenez? Comme la conception du président, là, capitalisme sauvage. Au début, c'était ça. Ça a développé quelques pays.
Mais les choses ont évolué. Les choses ont évolué de façon que le capitalisme sauvage ne développe plus. Comme l'esclavage a développé certains pays. Nos parents ont été pris dans les plantations de canne à sucre et autres. En Amérique, ils ont développé. Mais l'esclavage ne développe plus aujourd'hui. Vous comprenez? L'esclavage, tout le monde sait aujourd'hui que l'esclavage ne développe plus. Le capitalisme, à ses débuts, était comme ça. Et puis ça a progressé. Ça a progressé, c'est arrivé à un stade où le capitalisme sauvage ne développe plus. C'est ça. Le capitalisme sans considération de l'homme ne développe plus. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc, pour vous, il faut régler ce problème. Il faut changer complètement l'orientation. C'est ça qui fait que le pouvoir de la rupture apparaît comme inhumaine. Quand on ferme votre emploi, qu'on veut vous chasser, c'est sans état d'âme. Mais cela permet l'avènement des investisseurs. S'il vous plaît. Bon, non, voilà, c'est ça. C'est l'autre chose, ça. La dérégulation de l'emploi dont il parle n'attire aucun investisseur sérieux. Tous les investisseurs sérieux aujourd'hui savent que lorsque vous créez une certaine situation de l'emploi à l'employé, oui, leur capital n'est plus en sécurité. Ça peut exploser à tout moment. Parce que le capitalisme a évolué comment? Par des explosions. Et ça, c'est ça qui a amené des effets comme le droit de grève, les congés payés, la limitation du temps de travail dans la journée, des choses comme ça. Beaucoup d'acquis qui sont dus au fait que les travailleurs se sont levés pour s'opposer au capitalisme sauvage. Et aujourd'hui, c'est devenu des acquis. Quand vous supprimez ces acquis, oui, le capitaliste lui-même que vous invitez là, il va dire, ah, parce que si ça explose, ni vous, ni lui n'êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Ah, pourtant, il y a quand même des investisseurs non, il faut aller regarder de plus près. Mais aucun investisseur vraiment sérieux qui a vraiment son capital n'investit dans des situations de ce genre. Non, c'est pas vrai. Parce que son capital n'est pas en sécurité. Oui. C'est comme ça. Oui. Parfait. Est-ce que, quand vous viendrez, parce que l'autre question qui a par ailleurs soulevé quelques polémiques à l'époque, il y a quelque temps, l'héritage du président Patrice Talon, son successeur, si les démocrates arrivaient donc à la tête du pays, est-ce que vous balayez du revers de la main tout ce qui a été fait? Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc vous allez préserver l'héritage Talon? L'héritage Talon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre gouvernance va changer complètement d'orientation. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Notre gouvernance, la gouvernance LD, va être d'une autre orientation que celle-ci. Elle ne sera pas de la même orientation. Mais les infrastructures, est-ce que le président Talon, quand bien même il avait une dent longue contre le président Bodiaï, et il a montré constamment, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a détruit les échangeurs là? Est-ce qu'il a détruit les passages, les routes? Non, il n'a pas détruit. Ils font raconter beaucoup de choses sur ça. Ils n'en connaissent que les défauts, mais il n'a pas détruit ça. Vous comprenez? Donc, non, nous n'allons pas détruire tout ce qui a été investi pour obtenir des choses qui sont bonnes pour les populations. Mais notre gouvernance ne sera pas orientée de la même manière. Nous serons axés sur l'humain. En fait, quand vous dites axé sur l'humain, il s'agit de quoi? Est-ce que beaucoup plus de propension sociale, parce que ce que vous
très souvent, à la gouvernance actuelle, c'est la part qui n'est pas... Ce n'est pas une question de propension, c'est même une question d'orientation carrément du développement. Ça va se traduire par beaucoup plus de social, bien entendu. Nous n'allons pas, par exemple, conserver une loi sur l'embauche comme celle-là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et nous allons améliorer qualitativement les conditions des travailleurs pour leur permettre de se donner au développement. Est-ce que le Bénin a ses ressources? A les ressources? Ah non, le Bénin a des ressources qu'il faut répartir équitablement. Mais pourquoi est-ce que ce pouvoir, lorsqu'ils invitent des gens, qu'est-ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Vous voulez dire que les compétences extérieures? Extérieures, lorsqu'ils invitent des gens à l'extérieur, ils payent lourdement, alors que c'est les Béninois qui sont sous-payés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les compétences peut-être ici. Ah voilà l'autre injure. Comment on n'a pas les compétences au Bénin? C'est tout ça, c'est cette vision du Bénin que nous allons changer. Vous savez, c'est fondamental. Ce n'est pas que une boutade, c'est-à-dire désert de compétences. Non, c'est fondamental pour notre développement. Parce que l'esclavage, la colonisation, a laissé dans les consciences et dans les actes des stigmates, comme le manque de confiance en soi. Vous comprenez? Et c'est un problème véritable qu'il faut régler si on veut se développer. Le manque de confiance du cadre du Béninois en lui-même, en ses valeurs, en sa culture, en lui-même. C'est fondamental. Et si vous voulez vous basez sur le fait que, bon, pour se développer, il suffit que l'entreprise marche. Donc, j'emporte n'importe qui pour que l'entreprise marche, ça va. Non. Vous n'aurez pas le développement humain recherché. Parce que vous n'allez pas combattre ce stigmate. Vous allez faire comme si les Béninois vont se croire toujours les plus mauvais de la terre. Comme l'esclavagiste leur a fait croire. Comme le colonisateur leur a fait croire. Vous comprenez? Il faut décaper ça. Et cette politique-là, ça peut faire marcher quelques entreprises. En plus, c'est que ça n'a même pas fait marcher tellement. Parce qu'ils viennent, les expatriés viennent, ils gèrent, ils s'en vont. On ne sait pas comment ça a été géré. Et puis, bon, ils ont disparu, on trouve un autre. Il y a eu un transfert de compétences. Ils étaient venus pour un temps. Bon, donc, c'est eux, ils ont transféré les compétences de ça. On ne sait rien. On ne sait rien. Il y a eu des gens à la SBE, et puis après, Zagronic, et puis après, bon, et puis on ne sait pas comment ils viennent, on ne sait pas comment ils partent. En plus, l'autre défaut de cette gouvernance, c'est l'opacité. C'est-à-dire? L'opacité, c'est-à-dire que rien n'est clair, rien n'est visible, rien n'est transparent. Et à partir de ce moment, bon, dans la nuit noire, dans l'opacité, là, tout grouille, tout grenouille. Est-ce que vous êtes... ce serait quand même, pour certains de nos téléspectateurs et de nos internautes, ils pourront se poser la question de savoir, quand vous parlez de transparence, de manque de transparence, on pourra se demander, mais est-ce que les organismes internationaux pourraient se tromper quand le Bénin est bien noté à l'international en termes de transparence, que ce soit avec les institutions de Bretton Woods? Laissez tomber les institutions de Bretton Woods, laissez tomber l'étranger. Vous ne croyez pas? Non, moi, l'aune de la mesure de la qualité de la gouvernance, c'est le Béninois, c'est le Bénin, c'est la misère qui sévit, c'est la façon dont la richesse s'accumule chez une poignée de gens. C'est ça la mesure. La mesure, l'opacité, on a vraiment, non, laissez tomber tout ça. Ceux-là, ils ont les chiffres qu'on leur donne, oui ou non? Ils ont les chiffres qu'on leur donne. Donc quand un pouvoir vient être opaque, il les entraîne dans l'opacité. Absolument. Non. Moi je pense que c'est le Béninois qui doit apprécier ce pouvoir. Et le Béninois apprécie bien. Et sait très bien de quoi il s'agit. C'est pour ça que le plus grand nombre veut s'en débarrasser. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que moi je perçois. Très bien. Ah oui, c'est M. Haï seulement. Non, c'est comme ça que je perçois. Le plus grand nombre veut s'en débarrasser. Voilà.
Vous avez fait un sondage sur le terrain? Je vais partout. Je vais partout et je suis moi-même le sondage. Très bien. Et vous constatez que... Je constate que beaucoup veulent s'en débarrasser. Mais Voilà. le véritable problème, c'est que de plus en plus, depuis quelques années, on observe quand même une abstention aux élections. C'est-à-dire Mais que c'est ça le problème. le peuple ne sort pas. Donc, comment vous pouvez... Et c'est ça. Ça dit que ce pouvoir a non seulement détruit toutes les valeurs. Pourquoi vous attribuez cette abstention au pouvoir? Je vais vous dire, laissez tomber. Je vais vous dire, a tellement détruit toutes les valeurs qu'il a détruit aussi l'envie du Béninois d'aller exprimer son droit de vote. Les pouvoirs qui ont précédé depuis l'indépendance se sont évertués à amener le Béninois à accomplir son devoir citoyen. On ne forçait pas les Béninois. Non, on ne les forçait pas, mais on C'est les un a devoir. amenés progressivement par la propagande, par la sensibilisation. Et je me rappelle parfois même, après les élections, on contrôlait les pouces pour que vous alliez au marché. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup d'efforts faits pour amener le Béninois à aller aux urnes et à s'exprimer. Et donc... Et ça là, Oui. ça a été détruit en un tour de main. Pourquoi? À cause de l'exclusion et à cause de la ruse. C'est à partir de 2019 qu'on a constaté que, bon, c'est tombé brutalement. Les gens ne s'enthousiasment plus pour les élections. Pourquoi on va aller voter? Vous avez exclu tout le monde, c'est vous seul qui êtes là. Pourquoi on va aller voter? Et les Béninois vaquent et ne se déplacent pas. Mais n'oubliez pas que vous-même, vous demandez À le ce boycott. niveau-là- Vous demandez le boycott de ces À ce élections. niveau-là, bon, on peut dire, et si notre demande réussit à ce point, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, moi je pense que là maintenant, Oui. il ne s'agit plus pour le Béninois de boycotter, de rester, parce que ça ne résout pas le problème. Et c'est ça qu'eux, ils veulent. Et quand vous boycottez massivement, bon, il y a les bourrages, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Bon, on ne peut pas parler de ces choses si nous n'avons pas de preuves. On est sur une chaîne de télévision, donc on ne va pas parler de ces choses si ce n'est pas prouvé. Genesa Tassou, vous le savez. On l'a Que vu. faire? J'ai des images dans mon portable de votes multiples. Mais vous savez que les J'ai images des ne prouvent audios, rien. j'ai des Les im- audios. Tout peut être trafiqué aujourd'hui. J'ai des audios. Oui, d'accord, très bien. Non, je ne vais pas vous créer des problèmes sur votre chaîne, mais moi, je dis que il n'y a rien eu au niveau du pouvoir pour déplorer les absences, les absences massives au vote. C'est comme si, bon, on s'en contente. Ça vous me plaît comme ça. Et que faire maintenant pour que... Et est-ce qu'il y a eu 2026, quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des actions? Est-ce qu'il y a eu des analyses? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du pouvoir pour déplorer ça et dire qu'il ne faut pas faire ça? Donc, ça veut dire qu'ils s'en sont contentés. Vous comprenez? Bon, ça là, on peut ça, le dire c'est- sur votre chaîne. Ça, c'est la solution trop facile. Bon, on peut le dire sur votre chaîne, C'est ça le là. résultat trop facile. Et non, je n'ai rien vu du pouvoir Oui. pour dire « Ah non, c'est pas bien, vous n'êtes pas allé voter. » Non, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Par conséquent, ils s'en contentent. Bon. Mais la solution n'est pas là. Oui. Parce que eux, ils s'en contentent comme ça, c'est bien pour eux. Il faut se déplacer massivement et il faut faire en sorte que ça ne soit pas volé. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Quelle est la responsabilité des partis politiques pour qu'il y ait tout de même cette envie ou ce respect du devoir physique et civique? C'est ça que je vous dis là maintenant, c'est ce que moi j'ai dit, qu'il faut se déplacer pour aller voter et il faut faire en sorte Oui, la que le vote ne responsabilité soit des pas partis volé. politiques. Est-ce que Dans quoi? Dans le boycott? dans la sensibilisation autour de Mais cette c'est ce que nous on fait, on sensibilise pour dire d'aller voter et de faire en sorte que le vote ne soit pas volé. Voilà. Et le peuple béninois sait faire ça. Très bien. Oui, ça fait ça. Donc, c'est ça. Et tout le monde devrait dire ça. Tout le monde devrait dire, allez voter et faites en sorte que votre vote ne soit pas volé. Tout le monde peut dire ça. Mouvance, opposition, normalement, tout le monde devrait dire ça. Mais s'il y en a qui ne veulent pas dire ça, c'est que ça leur plaît comme ça.
Très bien. Voilà. Il y a tout de même, on va aborder la dernière manche donc, de nos discussions. Il y a tout de même ces institutions en charge des élections qui rencontrent régulièrement les partis politiques pour pouvoir leur faire part de l'évolution. Nous avons l'ANIP, nous avons la Sénat et bien d'autres. Comment voyez-vous tout ceci? Non, je pense que c'est très bien. Nous-mêmes, on a, on a, on a rencontré l'ANIP pour poser un certain nombre de problèmes. Et les mesures qui sont prises par l'ANIP, on a constaté qu'il y a beaucoup de ce que nous avons demandé qui est pris en considération. Notamment, par exemple, bon, ils voulaient faire ça. Là, ils nous ont dit qu'ils avaient prévu ça. La question de lien pour les canaux, les plateformes. Les plateformes, les liens pour accéder aux plateformes et faire quelques opérations. Bon, ce que nous avions demandé aussi et qui nous semble avoir été accepté, va être fait, c'est que au lieu de rester dans les communes seulement pour faire les enrôlements, il faut aller de temps en temps au niveau des arrondissements. Il me semble que ça aussi, ça a été pris en compte parce que parfois les arrondissements sont distants des chefs-lieux de communes et ça fait que l'enrôlement n'est pas vraiment complet dans le registre du RAVIP. Vous comprenez? Bon, et ça peut influencer sur la liste électorale. Donc, bon, ces choses-là, on va continuer de suivre et on va continuer d'apprécier. Et s'il y avait des problèmes, on tirerait sur la sonnette d'alarme. C'est comme ça. Très bien. Oui. Et pour finir, vous savez, il y a un département qui n'est pas très loin du vôtre, puisque vous avez la charge donc, du zoo. Il y a les collines, on constate depuis quelques temps une récurrence d'accidents de circulation sur les axes routiers. Et puis, le dernier accident, c'est bien ce drame de Thio, véritablement. De Thio, oui. Voilà. Et votre leader était d'ailleurs sur les lieux aussi. Voilà. Qu'est-ce que cela suscite en vos commentaires? Bon, moi, je pense que d'abord, je voudrais souhaiter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Je voudrais souhaiter que le Seigneur accueille les décédés dans sa demeure. Je voudrais souhaiter que les blessés puissent se rétablir promptement. Et je voudrais dire qu'il faut absolument que les conducteurs ou les usagers de la route, c'est comme ça que je vais dire, essayent de pondérer, de respecter le code de la route et de faire en sorte que ces choses-là ne surviennent pas. C'est vraiment grave. On a besoin de bras valides pour construire ce pays. Bon, voilà, je voudrais dire que, par exemple, un car qui plonge dans l'Ouémé, c'est quand même une catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est produit avant. Je n'ai pas toutes les informations. Est-ce que c'est le pont qui a cédé? Est-ce que c'est la vitesse? Je ne sais pas. Mais il faut vraiment que tout le monde fasse attention que ces choses-là ne se produisent pas. C'est dommage. Très bien. Et l'autre, pour certains observateurs, c'est une mauvaise nouvelle aussi, les Béninois qui sont au Gabon qui vivent quand même aussi une situation où ils sont interdits à exercer un certain nombre de métiers. Le gouvernement prévoit justement un rapatriement des volontaires, de ceux qui désirent revenir au pays. Cette actualité, qu'est-ce que cela suscite en vous comme lecture? C'est dommage, c'est dommage. Et ces choses-là, dans l'histoire, ça s'est trop produit. Ça s'est trop produit. Je crois que nous ne pouvons pas nous développer seuls, comme pays, en vase clos. Nous sommes sur un continent, nous sommes dans une sous-région, nous devons nous développer ensemble. Et nous devons... Les frontières, là, c'est les gens qui nous ont dotés de ça. Bon, nous devrions nous retrouver chez nous, partout en Afrique. Bon, moi, je crois que c'est dommage que ces choses-là se produisent comme ça. C'est pas bien. Bon, mais en attendant que ces idées
se répandent et que tout le monde travaille à cela, bon, les Béninois, s'ils sont chassés, ils n'ont qu'à revenir. Quelle est en réalité la solution qu'on devrait... Le rapatriement, La solution, par exemple? bon, je ne sais pas. Je suggère que le gouvernement béninois prenne langue avec le gouvernement gabonais pour étudier la question et décider de quelque chose. Pour que, mais c'est dommage que l'on ait des visées de la sorte. On a besoin de grands ensembles. On a besoin de grands ensembles dans lesquels nous devons nous mouvoir. Oui. C'est ça aussi. Sans ça, le développement, lorsque le marché béninois, par exemple, est étriqué, un marché de 13 millions d'âmes, c'est étriqué pour un développement vraiment conséquent. Donc, il faut absolument que l'on songe à ce que, à construire l'unité africaine, à construire l'intégration africaine. Il faut que l'on songe à construire l'intégration. Mais on ne peut pas construire l'intégration africaine en disant tel là est gabonais, tel là est togolais, tel là est ci. Et puis bon, on est comme ça muré entre nous. C'est pas bon, à mon avis. Très bien. Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous, Eugène Azatassou. Malheureusement, nous sommes au terme de nos échanges. Quel est votre message à l'endroit des internautes du peuple béninois notamment? Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Je pense que ce qu'il faut que le peuple béninois sache à l'oreille, aussi près des élections générales, c'est qu'il faut absolument s'organiser pour se débarrasser du pouvoir de la rupture qui fait la poudre. En fait, vous le dites de telle façon que, oui, allez-y. Oui, il faut se débarrasser. Parce que en votant massivement contre le pouvoir de la rupture et en surveillant ces élections, son vote, en faisant en sorte que la volonté sortie des urnes soit proclamée, je suis persuadé que tout va rentrer dans l'ordre. Parce que le peuple béninois n'en veut plus. Ça, là, je le sais. Et vous avez dit que vous êtes le sondage. Je suis le sondage. Très bien, merci beaucoup à vous, Eugène Azatassou. Vous êtes le vice-président du Parti Les Démocrates. Vous avez la charge d'ailleurs du département du Zou. Et puis, vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. Nous espérons donc vous retrouver pour un prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien. À grâce suite sur Matin Libre Télévision. À bientôt.